Donc, en guise de plan, alors on va, avant de parler des quels comportements faut avoir pour bien dormir, déjà on va essayer d'enfoncer quelques portes ouvertes sur donc une introduction. Qu'est-ce que c'est et comment on le définit le sommeil, à quoi il sert et pourquoi s'y intéresser. Comment il évolue, parce qu'un sommeil de l'enfant, c'est différent d'un sommeil d'une personne âgée, évidemment. Comment il est régulé, alors ça, vous verrez qu'en lien avec les écrans, souvent c'est très intéressant à parler de ça. Les pathologies, je rentrerai pas dedans, hormis les troubles de l'horloge, mais ça, on va y revenir longuement. Et quelques conseils pratiques, c'est ça surtout qui vous intéresse, où je vais vous donner tout résumé sur une ou deux diapos, comme ça vous pourrez vous les appliquer à vous et à vos familles. Alors, en guise d'introduction, alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que quelqu'un peut faire un test micro, me dire tout est OK, que vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Oui, oui. Allez, OK. Donc là, je vous ai mis à l'écran, 2 catastrophes naturelles, de l'ère dernière, que, vous reconnaissez. Évidemment, à gauche, vous reconnaissez le Titanic et à droite, vous reconnaissez Tchernobyl. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, concours de circonstances ou pas, les 2 sont arrivés en milieu de nuit. Pour le Titanic, on a 3 heures du matin. Est-ce que le gars qui était censé surveiller les icebergs a vu l'iceberg arriver ou est-ce qu'il s'était endormi sur sa vigie? À discuter. Ou alors à Tchernobyl, on sait bien, bon, c'est pas un trouble du sommeil qui a été en cause à Tchernobyl, mais c'est quand même arrivé en milieu de nuit. Est-ce qu'il y a eu de la somnolence qui aurait pu aggraver cette catastrophe? Donc pourquoi s'intéresser donc aux troubles du sommeil? Vous le savez, c'est une source évidente d'accidentologie, accidentologie au travail et sur la route, hein. Vous le savez peut-être pas, mais la première cause de mortalité dans la tranche des 20-40 ans, ce n'est pas l'alcool, c'est la somnolence. On entend énormément parler d'alcoolémie au volant, mais on entend très très peu parler de somnolence, alors que c'est la première cause d'accident sur la route à l'heure actuelle. Et le fait d'avoir des troubles du sommeil, maintenant on peut plus le nier, c'est une source de morbimortalité, ça déclenche des maladies à la fois chroniques et aiguës. On va y revenir. Toujours en guise d'introduction, vous le savez peut-être pas, mais on dort 25 ans dans notre vie, donc ça vaut quand même le coup. En moyenne, on dort 25 ans, donc ça vaut quand même le coup de savoir ce qu'on fait pendant 25 ans. Ça nous concerne tous, tous les animaux, hein, vertébrés, que ça soit le chien, le chat, le rat, la souris, on dort, donc c'est bien que, bah, c'est peut-être utile. Ça a été fait dans les années un petit peu obscures de l'homme. Si on prive des gens pendant des jours, des semaines, des mois de sommeil, ils meurent. Donc c'est bien que c'est nécessaire à la vie en plus, donc ça a une importance capitale de bien dormir. Les troubles du sommeil sont souvent malheureusement sous-diagnostiqués, parce qu'ils sont en grosse proportion, dans la population générale, hein, que ça soit adulte ou enfant et en période scolaire, hein. En moyenne 50 à 70, on est tous susceptibles à un moment donné d'avoir un trouble du sommeil, que ça soit aigu ou chronique, mais en tout cas, on est tous susceptibles d'en avoir. Souvent, je me fais un peu, mitrailler par les médecins et notamment les médecins généralistes. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans l'assemblée. Souvent, malheureusement, c'est souvent négligé, par, les médecins. Alors plus les jeunes, maintenant, on est de plus en plus formés à dépister, prendre en charge les troubles du sommeil. Le fait de: «Je dors pas», paf, on vous prescrit un somnifère. Maintenant, ça ne doit plus exister. On a des consultations spécialisées. Voilà, on est de plus en plus formés aux troubles du sommeil, donc il faut avancer et on est mieux formé. Grosse question, souvent les troubles du sommeil sont aggravés par les nouvelles technologies et ça, c'est malheureusement que le début. Alors par nouvelles technologies, j'entends écran. Alors c'est pas l'écran en lui-même le problème, mais c'est l'heure d'exposition à l'écran, la difficulté, mais on va y revenir. Le fait d'avoir des troubles du sommeil, c'est des facteurs de morbimortalité. En fait, ça déclenche, on le sait maintenant, si vous vous privez pendant des années, de sommeil, au long cours, et ben ça diminue la survie, en fait, hein, et ça diminue la survie par facteur de risque de développer des maladies, à la fois cardiovasculaires, endocriniennes, psychiatriques et cetera et cetera. Dans le cadre du travail, 20 à 40 des salariés se plaignent de leur sommeil. La somnolence est, toujours pareil, hein, source d'accidentologie, source d'absentéisme scolaire. 13% des salariés ont de la somnolence sur leur lieu de travail, c'est quand même, pas du tout, négligeable et 40% des salariés, tout confondu, se plaignent de, leur rythme de travail par rapport à leur rythme de vie et qui serait pour eux délétère sur leur sommeil.
Ça, c'était pour l'introduction. J'enfonce des portes ouvertes. Maintenant, on va parler du sommeil, de la définition du sommeil. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour me dire qu'est-ce que c'est le sommeil? Comment vous le définiriez? Avec des mots simples. Si, alors, d'habitude, j'interroge. Si j'ai pas de donc j'interroge et là, je vois sous le nez, j'ai madame Ménéboum, ah, j'ai Candice à interroger ou monsieur Bonnet ou madame Dufour. Donc voilà, prenez la parole, hein, n'hésitez pas, faut que ça aille vite. Moi, je dirais que le sommeil, c'est, ah, vous m'entendez? Alors ça a coupé, je vous ai mal entendu, je suis désolé. Vous m'entendez là ou pas? Oui, ça grésille un peu, mais Mince, le sommeil, c'est que je sais pas, bah, c'est quand on dort, donc c'est, je pense une période où le cerveau se met vraiment dans une autre dans un autre mode pour moi. Mais voilà, après je sais pas si quelqu'un veut compléter, mais en tout cas, c'est là où je pense qu'il y a, des activations de réseau ou des choses comme ça qui doivent pas se faire la journée ou qui doivent se faire différemment. Enfin, au niveau physiologique, j'ai l'impression que se passe des choses comme ça. alors hop, je réactive mon j'ai un problème avec, mon s On vous entend plus. vous m'entendez? Est-ce que Voilà, c'est bon. Oui, ouais, oui. Oui, c'est revenu. j'ai un problème avec mon micro, c'est pour ça, je me suis dit: «Ouh là». Alors je reviens en arrière, si je peux. Hop, OK. Donc c'est vous m'entendez toujours, c'est bon? Oui, 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 oui. OK, donc le sommeil, c'est universel à la vie, c'est nécessaire à la vie, tous les animaux vertébrés dorment. Alors c'est un état de perte de conscience. Déjà, c'est important de le dire, qui est transitoire, c'est-à-dire on se réveille quand même, donc sinon ça s'appelle un décès. Ce qui est important à noter, c'est que l'humain, à la différence d'un autre animal vertébré, va dormir dans une position qui lui est particulière. Nous, on dort allongé, on dort pas debout, contrairement à la vache ou au cheval, par exemple. On dort dans un lieu particulier qui a un lit. On dort pas dans une tanière ou dans une niche ou quelque part. Donc, on dort dans un lit en position allongée. On dort à un horaire particulier. On dort quand il fait nuit. On dort pas quand il fait jour. Ok. Donc, ça, pareil, à l'inverse du rat ou du chat qui sont complètement inversés. On a une activité cérébrale et respiratoire qui lui est particulière. Ce n'est pas une simple mise au repos de notre cerveau où on éteint notre cerveau pendant le sommeil, ça c'est faux, on le sait maintenant. Il y a une activité cérébrale qui lui est très, très particulière, qui est proche de la veille, mais qui est différente de la veille. Et c'est pas une simple mise au repos du cerveau parce que vous le savez, hein, vous avez une activité onirique, vous rêvez pendant le sommeil, ou en tout cas la majorité des gens rêvent pendant le sommeil, donc c'est pas juste on éteint notre cerveau. En parallèle de ça, on a toute une modification de paramètres physiologiques, à la fois température corporelle, hormones, tension artérielle, pouls, sécrétion hormonale, et cetera. Donc ce n'est pas une simple, je le redis, mise au repos du corps et du cerveau. Alors, cette diapo, on va prendre du temps dessus. Alors, j'espère que vous voyez ma souris. Donc le sommeil, en fait, il y a pas un seul sommeil, il y a plusieurs sommeils. Le sommeil, de nuit, c'est un état qui est dynamique. On peut l'assimiler à un petit train où on va mettre des wagons. Alors, je vais vous demander de regarder cette diapo, ce graphique. Là, vous avez les heures, donc 23 heures jusqu'à 6 heures du matin, et vous avez les différentes phases de sommeil. Donc, quand vous allez vous mettre dans votre lit, vous allez vous mettre en position allongée, dans le noir, et après, vous allez, au fur et à mesure, approfondir votre sommeil. Donc, vous allez rentrer dans une première phase de sommeil qui s'appelle le sommeil lent léger. Puis, au fur et à mesure que va se dérouler la nuit, vous allez approfondir votre sommeil. Vous allez passer dans une phase de sommeil qui s'appelle le sommeil profond. Puis, vous allez passer dans une autre phase de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal et vous allez vous réveiller. Ça, c'est un cycle de sommeil. Donc, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, réveil. Ça, c'est un cycle. Et vous allez faire 4 à 6 cycles de sommeil par nuit, ce qu'on peut assimiler au petit train du sommeil. OK? Les différentes phases de sommeil, elles sont importantes. Elles sont toutes importantes, que ça soit le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, donc c'est sommeil léger, sommeil profond, c'est le sommeil de la récupération de la fatigue physique.
OK? C'est là où vous allez récupérer physiquement et c'est dans ce sommeil-là où vous allez avoir également la sécrétion de toutes les hormones du corps. Hormones de croissance pour les enfants, hormones sexuelles, hormones thyroïdiennes, et cetera. Heu, donc sommeil léger, puis vous allez approfondir votre sommeil, sommeil profond, puis passer dans une autre phase de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, ce n'est pas du sommeil profond, c'est un autre type de sommeil. C'est pas la récupération de la fatigue physique, c'est le sommeil de la récupération de la fatigue psychique. OK? C'est là également dans cette phase de sommeil où, vous allez consolider votre mémoire. Là où c'est marqué ici, donc consolidation mnésique, ça veut dire ça, ça veut dire consolidation de la mémoire. C'est également cette phase de sommeil où il va y avoir ce qui s'appelle un épissage synaptique. Vous allez trier vos neurones, vous allez trier les connexions entre vos neurones, et c'est comme ça que vous allez apprendre et vous développer chez l'enfant. Sur ce graphique, vous pouvez voir donc 23 h, 6 h. En tout début de nuit, vous avez beaucoup, enfin en première partie de nuit, pardon, vous avez beaucoup de sommeil lent profond. Et en fin de nuit, vous avez beaucoup de sommeil paradoxal. OK? Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous vous rappelez de vos rêves au petit matin quand vous vous réveillez, parce que très probablement, vous vous réveillez en sommeil paradoxal ou vous venez juste de le faire. Le sommeil paradoxal, on est paralysé. C'est normal, tout le monde est paralysé. C'est une évolution de la nature plus qu'humaine, mais la nature des Les animaux. paralysés quand quoi? On est paralysé pendant le sommeil paradoxal, parce que si vous rêvez ou vous faites un cauchemar que vous n'êtes pas paralysé, eh ben vous allez vous enfuir, vous allez courir, vous allez faire du somnambulesme. En fait, il y a une maladie, hein, le somnambulisme du sommeil paradoxal chez les patients parkinsoniens. C'est typiquement ce que l'on voit c'est quand on a une reprise de tonus musculaire. Ok? En sommeil de début de nuit, c'est le sommeil essentiellement profond, sommeil, pardon, sommeil de la récupération de la fatigue physique. C'est pour ça que si vous faites une courte nuit, hein, souvent les médecins on expérimente des gardes, etc., des courtes nuits. En fait, le sommeil profond, on le fait en début de nuit. Si vous dormez 2 heures, ben, vous allez quand même récupérer, vous allez quand même être efficient le lendemain, arriver à faire vos activités, parce que ben, vous faites du sommeil profond, de la récupération de la fatigue physique en début de nuit. Ok? Le sommeil paradoxal, souvent vos grands-parents, ils vous disaient ou vos parents d'ailleurs, ils vous disaient, «Va, lire ta leçon ou va, apprendre ta leçon, tu verras, tu vas la réviser pendant ton sommeil». En fait, c'est faux, vous n'allez pas la réviser, mais par contre, vous allez la consolider en sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit. Ça, c'est vrai. Par contre, on sait que les apprentissages, le sommeil paradoxal est ultra important. OK, donc ça, message important. Alors, retenez bien ça, la mélatonine est produite par le cerveau. Alors, on va y revenir hein, longuement, mais la mélatonine est produite par le cerveau et induit le sommeil. Mélatonine produite par le cerveau induit le sommeil. Mélatonine induit le sommeil. Comment on voit, nous, les différentes phases de sommeil que je vous ai décrits là? Alors, on fait des examens, des polysomnographies, où on voit, en fait, avec plein de capteurs sur le corps. Et en fait, on voit, nous, les différents paramètres physiologiques du corps, les ondes du cerveau, l'électromyogramme du menton, des jambes, etc. Et nous, après, on classe les différentes phases de sommeil. J'espère que j'ai été clair sur les définitions. Maintenant, les fonctions. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert le sommeil? Donnez-moi des exemples de pour vous, à quoi sert le sommeil? Se reposer. Alors, se reposer physiquement, on est d'accord, mais se reposer mentalement également. Ok, donc une Oui, forme oui, de récupération. Ok. oui. Et quoi d'autre? Déstressé? Ou je vous ai pas entendu, pardon. C'est très Déstressé? déstressé, oui. Déstressé, oui, ça peut aussi, hein, bien sûr. Quoi d'autre? Bon, sécrétion hormonale. OK, alors là, je vous ai mis des exemples. Ce n'est pas, exhaustif, pardon, hop, ce n'est pas exhaustif. Le sommeil a une énorme fonction de conservation, de récupération et restauration de l'énergie physique et l'énergie mentale, hein. Ça, c'est extrêmement important sur l'anxiété notamment. Je viens de le dire, le sommeil a un rôle de le sommeil profond notamment, a un rôle de sécrétion hormonale et alors on sort d'une pandémie de Covid où on sait que le sommeil a un rôle immunitaire extrêmement important et de sécrétion de toutes les hormones immunitaires, enfin de toutes les enzymes, etc.
Donc voilà, très important, le sommeil profond, consolidation de la mémoire, sommeil paradoxal, je viens de le dire, plasticité synaptique et sécrétion hormonale. Alors là, je vous ai mis un exemple, droite-gauche. Est-ce que vous savez à quel âge un enfant est latéralisé? À quel âge on sait s'il est droitier ou gaucher et comment on le sait et pourquoi en vrai et où ça se passe? Est-ce que vous savez à quel âge on est latéralisé? Vers 4, 6 ans? Exactement, bravo, c'est à 6 ans. À 6 ans, un enfant doit être en l'entrée en CP, un enfant doit être latéralisé, c'est-à-dire il doit être gaucher ou droitier et ben ça, c'est pendant le sommeil paradoxal que l'enfant, il acquiert, la latéralisation. En fait, il va avoir un épissage synaptique, il va y avoir plein de connexions de ces neurones, quand il naît, en fait et à un moment donné, bah, il trie, il sélectionne les plus fortes connexions entre les neurones et c'est comme ça qu'on a un hémicorps prédominant, un droit ou un gauche. C'est un épissage synaptique pendant le sommeil paradoxal, d'où l'importance de ce sommeil, notamment chez l'enfant. Là, je vous donne un exemple ultra important de la fonction du sommeil, notamment sur l'alimentation. L'alimentation, le lien, il est complexe, il est double, à la fois hormonal et comportemental. Alors, pendant le sommeil, on sécrète une hormone qui s'appelle la leptine. Cette leptine, elle provoque la satiété, elle empêche d'avoir faim. Ok. Et on a le jumeau maléfique qui est, elle, sécrétée la journée, qui s'appelle la gréline, qui, elle, va déclencher la faim. Donc leptine entraîne blocage de faim et gréline ouvre la faim. En fait, on a une espèce de balance entre ces deux hormones. Donc si vous doutez que si on a moins de sommeil, on a peut-être moins de satiété. De la même manière, la sécrétion d'hormones de croissance, qui joue un rôle dans le fait de grandir, mais pas que, elle joue un rôle dans la quantité de masse grasse, et elle est sécrétée en sommeil lent profond, d'où respecter le sommeil lent profond. Le cortisol, qui lui est sécrété plutôt en paradoxal en fin de nuit, lui favorise l'insulinorésistance et l'obésité. Ok, ça, c'est sur le plan hormonal, c'est des exemples que je vous donne. Mais par contre, d'un point de vue comportemental, vous le savez que ça modifie le fait de manquer de sommeil, modifie le comportement alimentaire, à la fois la nuit. Si vous êtes éveillé la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va taper dans le frigo, taper dans le placard, manger des gâteaux. Donc en plus, on a une modification, une appétence plus vers le sucré. Et si vous dormez mal, vous le savez que la journée qui suit derrière, ben, vous allez plus manger, vous allez aller moins bouger, faire moins d'activité physique et consommer plus d'excitants. Donc tout ça, en fait, on peut enfin, c'est avéré. Si vous avez une maladie qui fragmente votre sommeil, peu importe la maladie, ben, en fait, vous grossissez pas en tant que tel, mais vous prédisposez votre corps à grossir. Et on le sait à l'heure actuelle que ça entraîne des maladies cardiovasculaires et que le fait de mal dormir, par ce biais-là, en fait, va favoriser, développer les facteurs de risque cardiovasculaire. D'où l'importance du sommeil. J'espère que j'ai été clair sur les fonctions. Maintenant, l'évolution. Alors, je vais essayer l'évolution et la régulation, je vais aller doucement. L'évolution, je vous l'ai dit, le sommeil est un état dynamique, hein. Dans une nuit, on n'a pas un seul sommeil, on a plusieurs phases de sommeil qui vont évoluer, mais ce sommeil lui-même va évoluer au fur et à mesure de l'âge. Le sommeil d'un enfant, d'un nourrisson, n'est pas le même qu'un bébé, qui n'est pas le même d'un adulte jeune, qui n'est pas le même d'une personne de 95 ans. Ok. Ce sommeil, il va évoluer en durée et en structure. En structure, ça veut dire les différentes phases de sommeil. Ok. Alors, on va voir au fur et à mesure comment il va évoluer. Je vais essayer de vous expliquer parce que, bah, évidemment, si vous voulez vous apporter les bons conseils de sommeil, les bonnes techniques, il faut adapter évidemment à son âge. Évidemment, le sommeil, vous n'allez pas donner les mêmes conseils à un enfant de 4 ans versus un personne âgée de 95. Alors, chez l'enfant, chez le nourrisson, première question, je veux tester un peu vos connaissances en même temps, mais est-ce que vous savez à quel âge un enfant fait ses nuits? Ou doit faire ses nuits, plus exactement? Alors faire ses nuits, c'est-à-dire être endormi quand il fait nuit et éveillé quand il fait jour. 8 mois? Ouah, ça a coupé, je vous ai pas entendu, pardon. 8 mois, non. 1 an? Non, c'est pas 1 an. Vers Quelqu'un? 6 mois? 6 mois. Alors, oui, c'est entre 4 et 6 mois. En fait, un enfant doit faire ses nuits à 4 mois.
OK? Alors, je vous explique en fait, s'il est fait pas à partir de 6 mois, c'est un problème comportemental et parental. Il faut revoir les comportements qu'ont pris les parents vis-à-vis de l'enfant et du sommeil et de la veille. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, je vous ai mis, vous voyez sur cette figure, 24 heures, donc minuit jusqu'à midi. Donc minuit, 6 heures, midi, 18 heures, 24 heures. C'est les cycles de jour, donc nuit ici et jour ici. Et en fait, un nourrisson, quand il naît, en fait, de 0 à 1 mois, donc le premier mois de vie, l'enfant, il va avoir ce qui s'appelle un rythme ultradien. Il va être complètement avoir des cycles anarchiques. Il va s'endormir, être éveillé de manière complètement anarchique. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, et à partir de 4 mois, il va avoir donc des rythmes qui sont réglés. En fait, il va être réglé. Donc, c'est endormi quand il fait nuit et éveillé quand il fait jour. Après, il va y avoir des siestes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il doit faire ses nuits, dormir la nuit à partir de 4 mois. Au-delà de 6 mois, problème comportemental, il faut réévaluer tout ça. Là, je vous fais voir tout de suite, parce qu'on va en parler, on va en reparler juste après, un peu plus tard, où vous voyez 25 heures. 25 heures, c'est le rythme endogène. Alors, on va en reparler, hein, le rythme de l'horloge. Donc, l'enfant, après 4 mois, il doit être réglé sur un rythme de 24 heures. En fait, qu'est-ce qui va régler un enfant, un nourrisson? C'est déjà l'alternance jour-nuit. Il faut faire dormir les nourrissons dans le noir. On est bien d'accord. La peur du noir, c'est à 3 ans. Avant 3 ans, c'est une vraie erreur de faire dormir des nourrissons avec une veilleuse, avec la porte ouverte ou les lumières de la chambre, des étoiles au plafond, tout ça, ça c'est une vraie erreur. Les enfants, les nourrissons, jusqu'à 3 ans, ils doivent dormir dans le noir. Après, s'ils ont l'angoisse du noir qui apparaît, là, on peut la veilleuse, etc. C'est discuter au cas par cas. Mais en tout cas, je le répète, un enfant doit dormir dans le noir. Si vous voulez que votre enfant il fasse ses nuits, il faut le faire dormir dans le noir et le faire exposer à la lumière le matin, comme vous, quoi. Les interactions mère-enfant, la suppression progressive des tétées alimentaires nocturnes, tout ça va en fait régler l'enfant sur 24 heures. Vous pouvez voir, on va y revenir après, hein, sur cette diapo, mais 25 heures qui passent à 24 heures. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, en fait, son temps total de sommeil va diminuer. Vous retenir de manière très successive, au fur et à mesure que vous allez grandir dans la vie, en fait, votre temps de sommeil va rétrécir. Donc, il faut retenir deux étapes clés. 6 ans, 10 heures. 6 ans, vous avez besoin de 10 heures de sommeil, et 18 ans, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. À l'heure actuelle, on a une restriction de notre sommeil, de manière globale, on va en reparler un petit peu plus tard, mais voilà, retenez ces étapes-là. Le sommeil de nuit, 6 ans, 6 ans, 10 heures et 18 ans, 8 heures. Ensuite, qu'en ce qui concerne le sommeil de jour, alors vous le savez, hein, le sommeil, alors pareil, je l'ai pas dit, mais les enfants, ils font, plusieurs cycles de sommeil la journée qui vont petit à petit se coller et ça va faire un gros sommeil de nuit à partir de 6 mois, voilà. Donc, et au fur et à mesure, les siestes vont diminuer. Il faut retenir une sieste à partir de 12 mois et plus de sieste à partir de 10 ans. Alors, c'est très aussi dépendant des enfants et interindividuel. Bien évidemment, il y a des enfants qui ont besoin à 10 ans encore de la sieste. Il y en a d'autres à 5 ans, ben, ils ont besoin de plus de sieste, en fait. Donc, c'est très individuel. C'est de la généralité que je vous dis, mais retenez voilà, que 10 ans, plus besoin de sieste. Un petit focus sur l'adolescent. L'adolescent a un sommeil qui lui est très particulier. Il a un besoin global qui augmente de sommeil. Il dort plus de 12 heures. Enfin, en tout cas, voilà, s'il dort 11-12 heures, c'est normal. Avec des difficultés d'endormissement, ce qui s'appelle un retard de phase. Ils vont avoir une tendance à se coucher très tard, se lever très tard. Une diminution en structure également. Le sommeil profond est moins profond, avec plus de sommeil léger. Il y a une réapparition des siestes. Ok, donc on continue. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce que vous voulez que je précise quelque chose déjà? Non, c'est bon, je vous ai pas dormi, personne, je vous ai pas perdu, personne n'est endormi? Non, ça va. Allez, ok, on continue. Alors là, gros morceau où j'aimerais voilà, que vous compreniez un thème actuellement conflictuel. Euh, Comment est régulé notre sommeil? Alors, vous savez, on parle de sommeil, mais on parle en fait de veille et de sommeil. On est éveillé la journée, endormi la nuit. Donc, est-ce qu'il existe une différence entre tous les animaux vertébrés? Alors, est-ce que chez l'homme, qui est un animal, je vous rappelle,
Est-ce qu'il y a une différence de notre sommeil et de notre veille par rapport aux rats, par rapport aux paresseux, aux chiens ou aux chats? Alors oui, oui, il y a des différences, mais ces différences-là, elles tombent pas du ciel, quoi. Elles sont bien là pour quelque chose, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Donc l'humain, avec un grand H, est réglé sur un rythme de veille et de sommeil de 24 heures. Il est endormi quand il fait nuit et éveillé quand il fait jour. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Borbély qui, lui, explique tout ça. Ce modèle que vous voyez là, en fait, il est composé de deux sous-modèles. Cette image-là, en fait, c'est l'addition de ces deux modèles. Donc, le premier système qui régule notre rythme de veille et de sommeil, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. On va en parler. Et le deuxième, c'est la dette homéostatique. Alors, vous les connaissez les deux, mais vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça. Donc là, on va d'abord parler du rythme circadien ou de l'horloge biologique. Le rythme circadien, comment vous l'expliquez très facilement sur ce schéma-là? Vous avez un petit bonhomme, donc le petit bonhomme, il est éveillé quand il fait jour et endormi quand il fait nuit. Contrairement aux chats ou aux rats qui sont inversés, ils sont endormis quand il fait jour et éveillés quand il fait nuit. Donc l'humain, lui, c'est l'inverse, il est endormi la nuit dans l'obscurité. Alors pourquoi? Parce que dans notre petite tête, on a en fait une structure, une horloge biologique interne, qui, cette horloge, va nous rythmer, va nous mettre sur un rythme de 24 heures. Circadien, ça veut dire 24 heures, où sur 24 heures, on va être endormi la nuit et éveillé le jour. Cette horloge biologique, on sait où elle est, on la connaît sur le plan neurologique. C'est dans une toute petite structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Là, vous avez une coupe de la tête, c'est comme si on coupait d'avant en arrière et on regarde sur le côté. Donc là, vous avez le nez, par exemple, et là, vous voyez une toute petite structure qui est en plein milieu du cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Et c'est ce noyau suprachiasmatique qui est notre horloge biologique interne qui va nous régler sur 24 heures, nous faire endormir la nuit et éveiller le jour. Cette horloge biologique, ce noyau suprachiasmatique, il est connecté à une toute petite glande qui s'appelle la glande pinéale, qui, elle, va sécréter la mélatonine. Ok, donc dans notre cerveau, oui, déjà, je ne sais pas si vous le saviez, mais on sécrète de la mélatonine de manière naturelle. Et c'est cette mélatonine qui va nous déclencher notre sommeil. Ok. Donc je reprends. Dans le cerveau, on a en fait une toute petite structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est l'horloge biologique interne, qui va nous régler sur 24 heures. Et sur ces 24 heures, on va être endormi quand il fait nuit et éveillé quand il fait jour. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est faux. On n'est pas, l'humain au sens général, n'est pas réglé, n'est pas prédisposé génétiquement pour être réglé sur 24 heures. Il est réglé sur 25. Et ça, vous ne le savez pas. Notre horloge biologique interne, le noyau suprachiasmatique, il est programmé génétiquement sur 25 heures. Et tous les jours, on va devoir absorber des éléments extérieurs, ça s'appelle des synchroniseurs, qui vont remonter la pendule, qui vont nous mettre la pendule sur 24 heures. Ok. Est-ce que vous connaissez le principal synchroniseur de l'horloge biologique interne? L'œil? La lumière, Donc, il y a l'alimentation et les hormones, mais en effet, la lumière est le principal synchroniseur de l'horloge biologique interne. Alors, si je reprends, la lumière se projette sur le noyau suprachiasmatique, qui est lui-même l'horloge biologique interne, qui lui-même va déclencher un rythme de veille et de sommeil de 24 heures, c'est-à-dire on est endormi la nuit, on est éveillé le jour. OK? Comment ça marche? Alors, c'est pour ça que je vous ai mis sur ces diapos 25 heures qui passent à 24, et là, rythme endogène. Comment on le sait, en fait, qu'on est rythmé sur 25 heures? Pendant le Covid, peut-être que vous l'avez entendu, et comment on fait? En fait, tout simplement, ben, on met des gens, des humains, dans le noir pendant des mois, en fait. Et ça a été fait pendant le Covid. Vous avez peut-être entendu qu'on a mis tout un troupeau d'humains dans une grotte et on les a mis dans le noir pendant plusieurs semaines. Et en fait, on le sait que quand on met des gens dans le noir avec absence de lumière pendant des jours et des mois, en fait, tous les jours, ils vont décaler progressivement leur heure de coucher et leur heure de lever de 1 heure, jusqu'à arriver jusqu'à 25 heures, et ils recommencent, ils font des groupes de 25 heures.
C'est le rythme, ce qu'on appelle le rythme endogène ou le rythme de l'horloge biologique. Et dans la maturation du cerveau du nourrisson, quand il naît, il a un rythme qu'on appelle ultradien avec des cycles très courts, moins de 24 heures. Et au fur et à mesure, son cerveau va maturer, il va grandir et va se développer. Et il va d'abord de 0 à 4, de 1 mois à 4 mois, il va être en rythme de l'horloge, en rythme endogène. C'est pour ça, jusqu'à 4 mois, il est en rythme un peu il fait pas ses nuits, quoi. Et à partir de 4 mois, l'horloge biologique, elle est effective et l'enfant, il est censé être réglé sur 24 heures. Et ça, c'est grâce à la lumière. Donc il faut faire dormir les enfants dans le noir et les exposer à la lumière. C'est peut-être con à dire comme ça, mais si vous les exposez aux écrans la nuit, eh ben, il ne va pas faire ses nuits en fait. Donc voilà, donc on va en reparler. Puis plus en dehors de tout ça, il faut les exposer à une régularité d'alimentation, etc., etc. Ok, comment ça marche l'horloge? Très simple. Je vais être très schématique. Je vais reprendre vos vieux cours de biologie je dirais, troisième. La lumière. Donc, vous voyez toujours ma flèche? Ouais? Ok. Bon, on va dire, vous voyez ma flèche. Oui, Donc, c'est bon. la lumière, elle rentre dans le globe optique, dans l'œil. Dans l'œil, elle va se projeter sur la rétine. La rétine est composée de cellules qui s'appellent les cônes et les bâtonnets. Ces cônes et les bâtonnets de la rétine, ils vont faire ce qui s'appelle la phototransduction. Ils vont transformer un message lumineux en un message électrique. Ok. Ce message électrique, il va être projeté sur une aire du cerveau qui s'appelle l'aire visuelle, l'aire postérieure. Et en gros, c'est comme ça qu'on voit. Ok. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'horloge biologique, le noyau suprachiasmatique, c'est très simple, très schématique. Si vous êtes dans le noir, il va y avoir, via la glande pinéale, une sécrétion de mélatonine. Et ça va déclencher le sommeil, je vous l'ai dit un petit peu plus haut. Donc je vous le redis, dans le noir, sécrétion de mélatonine, production de mélatonine et du coup déclenchement de sommeil. Si on vous met dans la lumière, la journée, pas de sécrétion de mélatonine, donc pas de sommeil. Ok? Très simple, très schématique. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais au moins c'est pour essayer d'être simple. Comment aller un petit peu plus profondément? Donc la lumière, notamment la lumière bleue, vous le savez, diminue la sécrétion de mélatonine. Alors, on va surtout se concentrer sur sur cette figure-là. Vous savez, la lumière, et notamment la lumière blanche, est l'addition d'un spectre de lumière. C'est-à-dire, vous avez du rouge, du vert, c'est l'arc-en-ciel, hein, vous avez du rouge, du vert, du bleu, etc. Tout ça additionné, ça fait la lumière blanche. Là, donc, vous avez en abscisse la décomposition de la lumière blanche et en ordonnée la quantité de suppression de sécrétion de mélatonine. Alors, sur l'abscisse, vous avez donc la décomposition de la lumière blanche, le rouge, le vert, le bleu, le jaune, etc. Et on peut voir que dans la zone de lumière bleue, il y a le pic de suppression de sécrétion de mélatonine. Donc autrement dit, la lumière blanche diminue la production de mélatonine, mais si on regarde plus précisément et qu'on décompose la lumière blanche, la lumière bleue est d'autant plus suppressive des sécrétions de mélatonine. Ok? Pourquoi je vous parle de ça? Vous l'avez très vite compris, l'ennemi numéro un du sommeil, c'est l'exposition aux écrans. D'autant plus, c'est une source de lumière. Alors, c'est pas l'écran lui-même le problème, c'est pas le téléphone ou l'ordinateur. Le problème, c'est que c'est une source de lumière. Ça serait une lampe de luminothérapie, ça serait exactement la même chose. Et c'est pas l'écran en lui-même, c'est l'heure d'exposition à l'écran qui est problématique. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que souvent on dit que les médecins du sommeil, ils sont contre les écrans. Non, on n'est pas arriéré. Moi-même, j'ai un smartphone. Euh, mais par contre, voilà, c'est l'heure d'exposition qui est problématique. Ok. Le fait d'être exposé à la lumière bleue et à la lumière des écrans la nuit, vous pouvez utiliser votre écran n'importe quand la journée. Moi, je m'en fous en fait. C'est la nuit en fait. Je veux pas que vous utilisiez votre écran parce que c'est une source de lumière et ça bloque la sécrétion de mélatonine. Donc, d'être exposé à la lumière et à la lumière bleue va entraîner, vous l'avez compris, des troubles de l'horloge biologique, des troubles du rythme veille-sommeil, et vous allez avoir ce qui s'appelle une insomnie. Vous n'allez pas réussir à vous endormir parce que vous bloquez votre sécrétion naturelle de mélatonine. Alors, c'est pas la peine de venir nous voir après derrière pour qu'on vous en prescrive. Voilà, et ça va entraîner des insomnies. Donc ça, c'était le premier modèle de régulation. J'espère que j'ai été clair et que je ne vous ai pas trop embrouillé. Il y a un deuxième modèle qui est hors horloge biologique, qui n'est pas du tout réglé par la mélatonine et par l'horloge biologique, qui s'appelle la pression homéostatique ou la dette homéostatique. Je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. Je veux vous en parler parce que ça vous concerne, figurez-vous.
Donc, en fait, là, vous avez 7h, 23h. 23h, 7h, 7h, 23h. Donc, journée, nuit. Au fur et à mesure de la journée, vous allez accumuler une pression de sommeil. C'est-à-dire, vous le savez, vous le sentez, vous avez un besoin de sommeil ou un besoin de somnolence qui va augmenter progressivement que la journée va se dérouler, jusqu'à arriver à un certain seuil où la pression, elle est tellement importante que vous avez les yeux qui piquent, les premiers signes du sommeil, les yeux qui piquent, bâillés, somnolents, troubles de concentration, envie de dormir, vous allez au lit. En général, la moyenne, c'est 23 heures et pour un adulte jeune et après, vous allez donc récupérer cette pression de sommeil et la journée est repartie et ainsi de suite. C'est un système qui est complètement hors champ horloge biologique et mélatonine. Ce système, c'est cérébral que ça se passe. En fait, en vieux souvenir d'anato aussi, de collège, je vous rappelle, l'adénosine. L'adénosine, c'est un produit de dégradation de l'adénosine triphosphate qui est un produit énergétique, c'est ça qui nous fait marcher nos cellules. Ce produit, en fait, il est présent dans notre cerveau et au fur et à mesure que la journée passe, vous allez avoir une accumulation hors de nos cellules, des neurones, hors des neurones, de cette adénosine. Donc c'est l'accumulation de l'adénosine en extracellulaire, en dehors des neurones, qui va entraîner cette pression de sommeil. Comment on le sait? On le sait que si on injecte de l'adénosine dans le cerveau, ben les gens, ils s'endorment, ça déclenche du sommeil. Ok. Si vous bloquez les récepteurs qui empêchent l'adénosine de sortir des neurones, et ben du coup, ça entraîne de l'éveil. Ok. Et du coup, vous, je pense, vous connaissez, et sans même savoir ce que c'est, un antagoniste des récepteurs à adénosine extracellulaire neuronaux, que vous consommez très régulièrement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les trois quarts, vous en Non, prenez. pas du tout. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le café? Exactement. C'est comme ça que le café fonctionne. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir comment le café il fonctionne? Mais en fait, le café, c'est un antagoniste des récepteurs à adénosine, c'est-à-dire qu'il va bloquer la sécrétion en extraneuronale, donc il va bloquer la sortie de l'adénosine des neurones, en fait, et il va empêcher que ça s'accumule dans le cerveau. Après, c'est réabsorbé pendant le sommeil, hein. Mais du coup, et c'est comme ça qu'en fait, on diminue notre besoin de sommeil, notre pression homéostatique, notre dette de sommeil. OK? Alors, vous allez me dire, mais moi, je peux boire 12 cafés avant d'aller me coucher, ça me fait rien. Par contre, moi, j'en bois un à 15 heures, je dors pas de la nuit. Ben oui, parce qu'en fait, on est tous programmés génétiquement sur nos récepteurs en adénosine. En fait, nos récepteurs à adénosine, notre sensibilité au café sur ces récepteurs est programmée génétiquement. C'est comme ça que le café marche. Voilà, vous aurez appris quelque chose ce soir, en tout cas, j'espère. Voilà sur la régulation. Donc, deux systèmes, l'horloge biologique via la mélatonine et les récepteurs en adénosine. OK? Alors, avant maintenant, on peut pas rentrer dans la pathologie, enfin, et pour surtout vous donner les conseils pratiques. Alors, très rapidement, 2 minutes, il y a plein de troubles du sommeil, il y a plein, alors là, on va pas tous les voir, hein, on va même en voir zéro. Les insomnies, alors il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, insomnie d'endormissement, de maintien de sommeil, d'éveil précoce. Les hypersomnies, narcolepsie, hypersomnie idiopathique, les apnées du sommeil, il y en a plusieurs, donc les différents types d'apnées. Ce qui nous concerne aujourd'hui, donc les troubles du rythme circadien, alors les travail posté, les jet lag, ou ce que l'on appelle la mauvaise exposition lumineuse aux écrans, ou le trouble du rythme circadien par mauvaise exposition lumineuse. Euh, les différents types de somnambulisme, alors somnambulisme profond, somnambulisme du sommeil paradoxal, les mouvements anormaux, syndrome de jambes sans repos, épilepsie nocturne. Voilà. Bon, tout ça, je pourrais durer 3 jours en fait si je vous parle de tout ça, donc on va pas rentrer là-dedans. Donc maintenant, ce qui nous concerne et ce qui vous concerne le plus, donc sur les dernières 10 minutes, les conseils. Alors maintenant que vous êtes tous des experts du sommeil, vous avez déjà, je pense, compris la majorité des conseils qu'il faut s'appliquer. Alors, concernant la pression homéostatique, en fait, on est tous prédisposés à avoir une quantité de sommeil qui nous est propre. OK? Qui a besoin dans l'assemblée de 10 heures de sommeil? Dites juste moi. Pas grand monde? Bon, bah tant mieux. Qui a besoin de 5 heures de sommeil, 6 heures de sommeil pour être en forme? Moi. Moi, Voilà, bon, ceux-là, moi, j'en rêve d'être comme ça. Je ne suis malheureusement pas comme ça. J'ai besoin de minimum 8-9 heures de sommeil pour être en forme. Je suis un gros dormeur, ce qu'on appelle les gros dormeurs. En fait, on est tous génétiquement, malheureusement, programmés
pour avoir une quantité de sommeil qui nous est propre. Il y a, vous venez de le dire, certaines personnes qui ont besoin de 6 heures de sommeil, c'est des courts dormeurs. Il y a des personnes qui ont besoin de 10 heures de sommeil, c'est des longs dormeurs. À peu près 25% de la population est courte dormeuse, la 25% est longue dormeuse et en général 50%, voire plus, on est moyen dormeur, on a besoin de 6-8 heures de sommeil. En France, on a besoin, enfin, dans nos sociétés modernes actuelles, on a besoin de 8 heures de sommeil. À l'heure actuelle, en raison de l'exposition aux écrans et des plateformes de streaming, et notamment des décalages de début de films, on est en restriction de sommeil. On a perdu, en l'espace de 10 ans, on a perdu 1 heure de sommeil. Donc la moyenne, elle est à 6h30, 7 heures, alors qu'on devrait être plus aux alentours de 8 heures. Donc la population française, notamment, est en dette chronique de sommeil. Est-ce que vous savez à quelle heure commence le film le soir sur TF1 ou France 2? 21h. 21h. 21h15. 21h10. Il y a 10 ans, il commençait à 20h45. Vous voyez, donc déjà, on a perdu 25 minutes. Donc ça veut dire que déjà, le film, il va se prolonger 25 minutes plus tard. Donc déjà, rien que ça a fait une restriction de sommeil, sans compter les plateformes où on a maintenant de la consommation d'écran illimitée. S'il suffit que vous rajoutez l'ordinateur sur les genoux et dans le lit, c'est parfait pour le sommeil. Donc voilà, donc le premier message que j'ai à vous donner, c'est déjà de vous écouter. Ça, je vais beaucoup le répéter. Heu, mais en tout cas, il faut adapter votre temps passé au lit au temps qui vous est nécessaire. Si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, allez 9 heures de sommeil au lit, tout simplement. Et si vous avez besoin de 9 heures et que votre mari ou votre femme a besoin de 6 heures de sommeil, ouais, la vie est injuste. Mais en tout cas, vous avez besoin de 9 heures de sommeil, donc il faut pas essayer de croquer votre sommeil pour regarder le dernier épisode de Netflix à la mode. Il faut aller au lit, en fait. Donc il faut s'écouter au maximum. OK, donc je vous le redis, si vous êtes gros dormeur ou court dormeur, voilà, essayez de vous écouter. Si vous êtes petit dormeur, vous avez besoin de 6 heures de sommeil. Ah ouais, vous vous réveillez à 4 heures du matin. Bah ouais, mais moi j'aimerais bien dormir comme mon mari qui dort jusqu'à 8 heures, alors donnez-moi un somnifère pour que je dors plus longtemps. Ah bah non en fait, puisque vous êtes réglé sur 6 heures, ça sert à rien que j'essaye de prolonger votre sommeil. Vous, votre journée, elle attaque à 4 heures du matin en fait. OK? Donc ça, c'est très individuel, il faut faire une enquête approfondie à chaque fois lorsqu'on fait des consultations sommeil. De la même manière, on a une régulation circadienne qui nous est propre, hem, qui se définirait comme quelqu'un plutôt du soir, c'est-à-dire couche tard, lève tard. Personne? Bon, souvent, c'est les sujets un peu plus jeunes. Qui est plutôt couche tôt, lève tôt? Va se coucher à 21 heures et se lever à 5 heures du matin. Ne pas Moi. ne pas arriver à faire la Moi sieste. aussi. Voilà, donc en fait, on a tous également une chronologie circadienne qui nous est propre. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont couche tard, lève tard. Ils vont avoir tendance à se coucher à minuit et se lever à 9 heures du matin. Et il va y avoir des couche tôt, lève tôt qui vont se lever à 21 vont se coucher pardon, à 21 heures et se lever à 2 heures du matin. En fait, voilà, chacun est génétiquement programmé. 25% de la population est couche tard, lève tard. 20% de la population est couche tôt, lève tôt. Donc pareil, si vous vous levez à 3 du mat et que vous êtes endormi à 21 heures, c'est normal que vous vous réveillez à 3 du mat. Pas besoin de venir nous voir pour prendre un somnifère. D'accord? Et pareil, si votre sommeil il tombe à 21 heures, bah ouais, vous êtes sorti du boulot à 19 heures, bah ouais, c'est un peu la merde, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme ça, vous êtes réglé comme ça, vous êtes génétiquement programmé comme ça, et il faut vous écouter également. Il faut respecter son propre rythme. Si votre sommeil tombe à 21 heures, allez au lit à 21 heures. Et ça, c'est sûr que dans nos sociétés actuelles, c'est très compliqué. Vous, vous connaissez, vous savez à combien de temps vous avez besoin de sommeil et vous savez sur quelle tranche, sur quel fuseau horaire vous avez besoin de dormir. Essayez de vous écouter au maximum. D'accord? Dans la mesure du possible, avec les enfants, avec le mari, avec la vie actuelle. On est bien d'accord. Point conflictuel. Est-ce que vous savez, alors on y est en plein dedans, là on est en heure d'été. Alors, vous le savez peut-être pas, mais en fait, il y a eu pendant le Covid une décision qui a été prise de soit rester en heure d'été, soit de rester en heure d'hiver. Alors, qui est pour rester en heure d'été? Dites oui, 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 là. Ceux qui sont pour rester bloqués en Oui, heure. oui, 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 oui. Alors, Oui. ces personnes, Non, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il faudrait rester en heure d'été? Quel est l'intérêt? alors moi, pardon, non, il y a quelqu'un d'autre qui allait parler, je crois. Non, mais allez-y, allez-y. Euh,
bah, enfin, moi perso, je suis pas pour rester en heure d'été, mais je l'étais avant, puis après j'ai compris que c'était vraiment délétère. Au début, je l'étais parce que je me suis dit, bah, c'est chouette, il fait nuit plus tard, donc forcément, bah, Apéro, quoi. Apéro. voilà, c'est ça, apéro en terrasse. Ouais, Et j'ai vu qu'en fait, après, finalement, c'était un véritable cercle vicieux et que ça risquait ouais. de décaler vraiment sérieusement les Exact- horaires et que C'est ça ait un vrai exactement. impact. C'est exactement ça, vous avez complètement raison. En fait, la décision européenne en 2022, si je dis pas de bêtises, a été de rester fixée en heure d'été. En fait, il y a eu un vote qui est passé un petit peu inaperçu parce que c'était pendant le Covid, mais il y a quand même eu plusieurs millions de personnes qui ont voté en Europe. Et le gouvernement européen a décidé de bloquer en heure d'été. Alors, tous les pays du Nord ont voté heure d'hiver et tous les pays du Sud, Espagne, Italie, France, ont voté heure d'été. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est bloqué en heure d'été, on pense apéro, luminosité qui va se prolonger, on sort du boulot, il fait jour. Alors oui, l'heure d'été est très bien l'été, mais l'heure d'été, l'hiver, c'est la cata, c'est-à-dire que le soleil va se lever en hiver à 10 heures du matin. Donc il va y avoir de la lumière à 10 heures du matin quand on sera en heure d'été en hiver. Donc je vous raconte pas les problèmes de sommeil, d'insomnie, de somnolence, etc. Bon, voilà. Donc du coup, c'est pas encore passé, on n'est pas encore figé en heure d'été, mais ça devrait normalement être dans les prochains mois, les prochaines années. Alors d'année en année, on ne sait pas quand on va être bloqué. Mais en tout cas, c'est une décision qui est vraiment problématique en mon sens. Bon, on continue. Ensuite, d'autres conseils. Alors, je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y en a vraiment beaucoup et on prend des heures en fait hein, avec les patients pour leur expliquer les conseils. Là, donc, je vous ai remis cette feu diaporama où il faut donc synchroniser l'horloge, hein, apporter des synchroniseurs externes. Donc, pour ça, donc, avoir des alimentations régulières ou en tout cas à heure régulière, en avoir 3 par jour. Petit déjeuner, dîner et déjeuner. Le nombre de personnes qui ne petit déjeunent pas ou qui ne déjeunent pas, ça c'est une vraie erreur. Il faut renforcer les synchroniseurs externes, donc se lever, se coucher tous les jours dans la mesure du possible à la même heure, week-end et jours fériés compris, d'autant plus si on est insomniaque. La température centrale, la température corporelle, ça c'est important. On va prendre une minute. Il me reste 10 minutes. Ouais, il me reste 10 minutes, 5 minutes. La température corporelle. Donc en fait, là, vous avez donc une fluctuation de la température corporelle dans la journée. Il y a une rythmicité circadienne de la température corporelle. Donc vous avez 5 heures du matin, 23 heures, 5 heures, etc. En fait, au fur et à mesure de la journée, donc journée pardon, et nuit, vous avez une variation de la température corporelle. Au fur et à mesure que la journée va passer, notre température corporelle va augmenter pour arriver à un maximum aux alentours de 17 heures. Et on sait, j'ai oublié de dire, pardon, que on sait que la concentration, la vigilance est corrélée à la température. Ok. Donc, plus vous avez une température élevée, plus vous êtes vigilant, vous êtes concentré. Ok. Donc, au fur et à mesure de la journée, la température va augmenter jusqu'à à peu près 17 heures. Et c'est là où, normalement, vous devez avoir le maximum de concentration, être au taquet, faire les activités les plus importantes, etc. C'est là où on sort du boulot, au passage, en général. Enfin, pas les médecins, mais en tout cas, la majorité des gens, ils sortent vers 17 h, 18 h. Et après, à partir de 17 heures, la température corporelle diminue, 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 jusqu'à arriver à un seuil où c'est l'endormissement. Et en première partie de nuit, la température corporelle continue à diminuer jusqu'à arriver aux alentours de 4-5 heures du matin, au minimum de la température corporelle, le nadir. Et c'est là, en fait, où vous avez le moins de vigilance si vous êtes éveillé. C'est pour ça que quand on fait des gardes, par exemple les médecins ou les infirmiers, quand on travaille de nuit pour les travailleurs, c'est là où il y a le maximum de risque d'accidentologie, parce que bah, vous avez une diminution de votre vigilance de manière naturelle par le biais de cette température corporelle. Ok. Et après, vers 5 heures du matin, cette température, elle réaugmente et ainsi de suite. Donc ça, il faut les renforcer. Il faut renforcer ce cycle naturel de notre température. Donc, il faut éviter les bains chauds le soir, parce que comme il y a une diminution de la température corporelle la nuit qui va provoquer le sommeil, déclencher le sommeil, et ben, il faut éviter d'augmenter votre température. Donc, il faut éviter les bains chauds, les douches chaudes le soir. Pas de sport après 20 heures quand on est insomniaque. Le sport, il faut le faire le matin. Donc, activité sportive le matin pour faire augmenter notre température corporelle, se lever tous les jours à la même heure, ça je viens de le dire, et avoir une exposition le matin à la lumière et très peu le soir, ou en tout cas dans la mesure du possible, éviter l'exposition lumineuse le soir, la privilégier le matin. Ok. Ensuite, on continue. Vous allez me dire la sieste. La sieste, alors, en fait, la sieste, c'est un rythme que l'on appelle ultradien, c'est-à-dire moins de 24 heures.
de manière naturelle, en fait, on pense que quand vers 13 h, on a un pic de somnolence. On dit souvent, c'est j'ai mangé, donc je m'endors, en fait, j'ai un pic de somnolence. C'est pas l'alimentation qui déclenche cette somnolence de sieste en début d'après-midi, c'est un cycle naturel et en fait le fait de manger aggrave, le fait de déjeuner aggrave ce pic de somnolence en début d'après-midi, midi 13 h. En fait, la sieste, il faut le préserver, donc si vous avez besoin de faire la sieste, faites-la. Il faut qu'elle soit courte, pas plus de 20 minutes, pas plus d'une demi-heure, et en début d'après-midi. Jamais de sieste après 16 h. Et si vous êtes insomniaque, contre-indication absolue de la sieste. Je répète, si vous êtes insomniaque, que ça soit d'endormissement ou de maintien de sommeil, vous vous réveillez plein de fois dans votre sommeil, contre-indication absolue à la sieste. Là, je vous ai mis tout résumé en une diapositive. Alors, voilà, alors ça fait très, c'est pas du tout interactif, ça fait catalogue la redoute, mais on peut les reprendre. Pas d'activité éveillante le soir, donc réserver des activités relaxantes le soir. Pas de bain chaud, pas de douche chaude le soir. Pas d'exposition aux écrans. Alors, 1 heure avant l'heure souhaitée d'endormissement. Je répète, pas d'exposition aux écrans 1 heure avant l'heure souhaitée d'endormissement. La télé ne fait pas partie d'un écran pour moi. L'écran est une source de lumière que l'on met à 20-30 cm. La télé, elle est censée être à plusieurs mètres. Donc la télé, oui, mais dans le salon, pas dans la chambre. Pas d'exposition à l'ordinateur ou au smartphone 1 heure avant l'heure souhaitée d'endormissement. Favoriser une activité relaxante, méditation, sophrologie, musique, ce que vous voulez, repasser pour certains, faire à manger, en tout cas ce que vous voulez, mais une activité qui vous détend le soir. Euh, Supprimer les réveils. Les réveils, franchement, honnêtement, ça sert à rien, quoi. Je vois pas l'intérêt d'avoir un réveil dans une chambre. En fait, il faut dédramatiser. Si vous dormez pas une nuit, 2 nuits, la troisième nuit, vous avez une pression de sommeil, vous allez la rattraper. Ok. Donc le fait de pas dormir, vous réveillez ou vous dormez pas. Oh non, fait chier, c'est 1 h du matin, je dors pas, alors que demain j'ai une grosse réunion à 7 h. 2 h du matin. Oh non, je dors toujours pas, l'enfer. 3 h du matin. Oh non, je dors pas. Voilà. Le fait de regarder son réveil, en fait, ça entretient le stress et ça bloque encore plus le sommeil. Donc, virez-moi les réveils, aucun intérêt. Ne pas prolonger son temps passé au lit. Le lit doit être réservé à dormir et au sexe et ne doit pas être réservé à autre chose, hein, travailler, se reposer, regarder la télé, pas de télé dans la chambre, bien évidemment. Il faut que le cerveau il soit bête et discipliné, il comprenne tout seul que le fait d'être dans le lit, tac, il doit déclencher et provoquer le sommeil. Ok. Contrôler l'environnement, alors ça c'est important, hein, changer sa literie tous les 10 ans, température de chambre alors 19-20 degrés dans la majorité du possible, dormir dans le noir, dormir dans le silence, alors pareil, tout ça j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, nos sociétés actuelles c'est quand même assez compliqué, hein. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, ça c'est une mesure importante, se lever au bout de 30 minutes. Donc sortir du lit, aller vous occuper de manière calme dans le salon, aller faire quelque chose qui vous détend, aller repasser quoi, mais ou faire de la cuisine, mais en tout cas voilà, allez vous détendre et retournez vous coucher que quand le sommeil revient. Et ça, faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois s'il le faut, mais c'est la seule façon, pareil, de la même manière que votre cerveau, il comprenne qu'il faut qu'il déclenche le sommeil. Le thé, jamais après 16 h. Le café, jamais après 16 h. Pas de boisson pardon, énergisante après 16 h. L'alimentation. L'alimentation, gros point important pour le sommeil. Il faut savoir que les protéines, viande, poisson, œufs, favorisent l'éveil. Les féculents, euh, sucre lent, donc pain, riz, pâtes, patates, légumineuses, vont favoriser l'endormissement, vont favoriser le maintien de sommeil. Donc si vous avez des difficultés de sommeil, pas de protéines le soir, beaucoup de féculents le soir. Souvent, et à l'heure actuelle, les gens, quand on les questionne, qu'est-ce que vous mangez le soir? L'été, c'est je mange une salade et un yaourt, et l'hiver, je bois un potage, une soupe et un yaourt. De manger léger le soir, c'est une vraie erreur. Donc, je vous le redis, mangez des féculents. Pain, riz, pâtes, patates, légumineuses, à chaque dîner en fait, parce que ça favorise l'endormissement, ça favorise le maintien de sommeil. Ok. Si vous avez une insomnie d'endormissement, vous avez du mal à vous endormir, pas de protéines le soir. Favorisez les protéines le midi. Ok. Donc viande, poisson, œuf le midi et féculents le soir. Je vous demande pas de manger une truffade. Le gras en fait, ça fait
le beurre, l'huile et tout ça, c'est dur à digérer, ça augmente la température corporelle et ça repousse l'heure d'endormissement. Donc manger des féculents, plutôt light, hein, des patates au beurre par exemple, des pommes de terre au beurre, oui, pardon, c'est plutôt léger et ça va favoriser votre sommeil. Ok? Co-sleeping. Alors, le co-sleeping, le nombre de personnes qui dorment avec un chien, un chat ou un enfant, bah, ça aussi, c'est une erreur. L'humain, alors, chaque fois, pareil, je me fais engueuler, mais l'humain n'est pas fait pour dormir avec quelqu'un. On dort avec nos conjoints et ça, c'est sociétal. Ok? Mais physiologiquement, on est fait pour dormir seul. Ok? D'avoir quelqu'un ou quelque chose dans le lit qui bouge, qui chauffe le lit, qui fait du bruit et qui secoue le lit, eh ben, ça perturbe le sommeil de l'autre, évidemment. Donc c'est une contrepartie de dormir avec son mari ou sa femme, mais par contre, dormir avec son chat ou son chien, vous pouvez changer ça, en fait. Donc de dormir avec un animal de compagnie, on le déconseille, d'autant plus qu'en plus ça bouge. Les chats sont inversés, donc ils sont éveillés la nuit, endormis le jour, donc bon, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas dormir avec des animaux de compagnie. Et le co-sleeping, beaucoup de sages-femmes, alors je ne sais pas s'il y en a dans l'assemblée, mais les sages-femmes, voilà, elles conseillent souvent de dormir, de faire du co-sleeping, souvent chez l'enfant jeune, en bas âge. Nous, on le déconseille également, ça perturbe le sommeil des parents, ça chauffe le lit, ça perturbe le sommeil de l'enfant, ça l'empêche de faire ses nuits. Enfin, voilà, donc, je crois qu'il faut éviter tout ça. Donc voilà, donc, vous l'avez compris, alors, je vais m'arrêter là, hein, ça fait 1 heure, j'aimerais bien voilà, laisser un peu de place aux questions. Euh, le sommeil est important donc, et universel à tous les animaux, il est indispensable à la vie, il évolue au fur et à mesure d'une nuit, mais il évolue également au fur et à mesure d'une vie, donc que ce soit un nourrisson ou un adulte. Les troubles du sommeil touchent beaucoup de personnes, les troubles aigus, on vous annonce une maladie, évidemment vous avez une insomnie aiguë, les plus problématiques sont les chroniques, hein, celles qui durent plus de 3 mois. Il y a un lien évident avec la lumière et l'exposition ou la mauvaise exposition, l'heure d'exposition à la lumière dans nos sociétés actuelles, qui n'est que le début, sans compter bien évidemment les TDAH, voilà, les troubles d'apprentissage provoqués, déclenchés, créés par les écrans. Mais ça, c'est pas mon domaine de spécialisation. Et voilà, et je remercie encore voilà, la CPTS de me permettre de faire un peu d'éducation et d'information, parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, les somnifères ne marchent pas, et vous l'avez compris, il y a des consultations spécialisées de sommeil où on est là pour aider les gens et sans passer par des somnifères. Et voilà, donc je m'arrête là. Je vais vous laisser maintenant la parole. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Alors je ne sais pas si... Alors il y a plein de questions visiblement sur le chat. Euh, Non, il y a plein de réponses en fait, pardon, sur le chat. Alors, il y en a une. Alors, est-ce que l'apport de la mélatonine a un intérêt? Alors oui, oui, dans certaines conditions. Alors, l'apport de la mélatonine est intéressante si vous n'avez pas de mauvaise exposition lumineuse, évidemment, que vous sécrétez naturellement de la mélatonine. Et après, donc la mélatonine, on le réserve aux troubles du rythme circadien, de veille et de sommeil, avec des conséquences d'insomnie, d'endormissement. Il y a vraiment, voilà, on peut le prescrire de manière forte, hein, on peut monter jusqu'à 8-9 mg sans aucun problème, mais il faut le réserver dans un domaine dans, un, dans une pathologie qui est quand même très particulière. On ne peut pas la prescrire à tout le monde. Euh, Quid des liseuses? L'écran dégage-t-elle d'une lumière bleue? Non, les liseuses, c'est du rétroéclairage. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lumière bleue dans les liseuses, donc vous pouvez, sans problème pour moi. Euh, Pourquoi se réveille-t-on? Ah, alors, ça je ne l'ai pas dit, mais le fait de vous réveiller en milieu de nuit, c'est normal, contrairement à ce qu'on pourrait penser. À partir de 20-30 ans, il faut faire le deuil d'avoir un sommeil continu. On considère à partir de 20-30 ans que 2 éveils intra-sommeil sont considérés comme normal. Donc je répète, le fait de vous réveiller 2 fois en milieu de nuit à partir de 20 ans n'est pas considéré comme normal. Par contre, mettre 2 heures pour vous réendormir, là c'est problématique. Ok. Donc si vous vous réveillez 2 fois pour aller pisser, c'est normal malheureusement. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre la parole, hein, c'est beaucoup plus interactif, c'est plus sympa. Ouais, Nicolas, moi j'ai une question. Ouais. Sur les femmes en période de périménopause, est-ce qu'il y a des conseils plus spécifiques sur les troubles du sommeil à ce moment-là? Pardon, j'ai pas entendu ton début de phrase. Sur
sur les femmes en périménopause ou début de ménopause avec les gros troubles de sommeil à ce moment-là, est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Bah oui, en fait, alors voilà, c'est une super question. Du coup, merci pour ta question. Alors oui, c'est un âge de vie comme l'adolescent qui est fragile sur le sommeil parce que bah, il y a toute une perturbation hormonale qui va déclencher, provoquer des troubles du sommeil. Alors chez la femme en périménopause, c'est essentiellement donc insomnie d'endormissement, insomnie de maintien de sommeil, c'est-à-dire difficulté à vous endormir, difficulté à avoir un sommeil le plus continu possible avec plein d'éveils intra-sommeil. Et ça, en fait, alors qu'est-ce qu'on conseille? Bah, déjà, des conseils classiques, hein, d'avoir une hygiène de sommeil ou en tout cas des bons conseils le plus stricts possible. Ce qu'on vient de dire, hein, de vous coucher lever à la même heure, sur des horaires qui vous conviennent, dans un créneau horaire qui vous convienne. On travaille sur l'alimentation, donc sur ce que je viens de dire, les féculents, sur les protéines. Souvent, il y a des bouffées de chaleur en milieu de nuit, donc pareil, on travaille pas mal sur la literie, de ne pas avoir de couette trop épaisse, d'avoir une température de chambre plutôt à 18 degrés ou 17 degrés plutôt que du 19-20, dormir avec une fenêtre ouverte. Enfin, voilà, on peut travailler là-dessus. Et après, si vraiment on s'en sort pas, ben, en effet, mélatonine, transitoirement somnifère, ce qui est très très rare, on prescrit des somnifères dans ce contexte-là. Mais en tout cas, ça passe. Il faut rassurer les patientes également aussi, leur dire, bah ouais, pendant 2 ans, vous allez un petit peu en chier, mais après, ça va aller mieux. Donc, euh, donc voilà, donc c'est tout un travail également d'éducation à avoir là-dessus, comme les autres âges de vie un peu critiques, quoi. Merci, Nicolas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour. Je me demandais combien de temps il faut se réserver idéalement entre la fin du dîner et l'endormissement. Alors, c'est une bonne question aussi. Alors, je suis pas nutritionniste ni diététicien, mais en effet, il faut quand même un temps de digestion. Donc, je dirais, il faudra un minimum 1 heure, 2 heures, quoi. 1 heure, 2 heures, minimum 2 heures. Je pense qu'en général, on dîne aux alentours de 20 heures et dans la moyenne, on va au lit vers 22h30, 23 heures. Donc, un délai de 2 heures, je pense que c'est bien. Après, il y a pas de règles particulièrement. Vous pouvez manger, aller au lit, hein. Le tout, c'est d'avoir une digestion qui est facilitée, voilà. Oui, je pense aux enfants, c'est difficile du coup. Ah Si on oui, veut les oui. coucher à 8h30, 9h. Ah ben, on est bien d'accord, hein, c'est difficile d'aller les faire manger à 20 heures et après de les mettre au lit à 20h30, hein, ça c'est sûr que c'est compliqué. Et si dans cette période-là, vous devez en plus, bah, le rituel, hein, je ne l'ai pas dit, mais chez les enfants, faut accorder un rituel aux enfants, donc leur lire une histoire, avoir un moment calme dans le lit, les rassurer. Voilà, il y a toute cette phase-là. Alors, le sommeil de l'enfant, on peut en parler un petit peu plus, hein, mais je me fais régulièrement disputer par les nounous ou les parents. Mais un enfant, s'il fait passer nuit, dans la majorité des cas, c'est comportemental, c'est-à-dire que les parents, ils ont pris les mauvais comportements du sommeil vis-à-vis de l'enfant qui va perturber l'enfant. Un nourrisson qui fait passer nuit, à l'heure actuelle, alors moi je suis neurologue de l'adulte et somnologue majoritaire de l'adulte, mais voilà, alors, la question elle arrive là sur le chat, est-ce qu'il faut laisser pleurer le bébé? Eh ben, moi, je vais vous dire oui, un gros oui même. Alors, est-ce qu'il faut faire pleurer le bébé? Alors, il faut laisser, pardon, pleurer le bébé. Alors, les recommandations actuelles sur le sommeil des nourrissons, il y a 3 façons ça s'appelle de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est des neuropsychologues qui font ça. Il y a un groupe d'experts qui est lyonnais, qui est français et qui est lyonnais, donc en plus dans notre région, s'appelle Dormium. Dormium, ça s'écrit d'un seul trait. C'est gratuit pour les parents, la première consultation, et après les payantes, c'est des téléconsultations pour faire de la thérapie cognitivo-comportementale sur les enfants. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut laisser pleurer le bébé? Ben, les neuropsychologues ils conseillent que oui. Ils font, dans la grande majorité des cas, 3 techniques. La première technique, ça s'appelle instinction totale. La deuxième, c'est le 5-10-15-20. Et la troisième, je ne sais plus, elle a un nom, c'est le fax, là. Ça s'appelle un truc comme ça. L'instinction totale, c'est-à-dire l'enfant pleure. Il pleure, c'est l'enfer et tout. Il y a des parents qui bah, ils ferment la porte et ils se barrent. Et ils laissent pleurer l'enfant jusqu'à temps qu'il s'épuise. Alors c'est hyper dur, hyper culpabilisant pour les parents. On pense, en plus, souvent les parents, ils pensent que l'enfant, ça laisse des séquelles et tout, ce qui est faux d'ailleurs au passage. Et voilà, c'est très très dur. Mais par contre, c'est très efficace sur le sommeil de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, en 2 nuits, il va pleurer, la troisième, il dort, hein. Donc c'est très très efficace, mais c'est très culpabilisant et très difficile. La façon plus simple, c'est ce qui s'appelle le 5-10-15-20, où en fait, l'enfant, vous le mettez dans sa chambre, dans le noir, porte fermée, il pleure. Il pleure. Vous attendez 5 minutes, et au bout de 5 minutes, vous allez le voir, vous ouvrez tranquillement la porte,
vous le rassurez de manière froide et distante. Il ne faut pas le prendre, il ne faut pas le sortir du lit. Et vous dites, vous rassurez, coucou, maman est là, ne t'inquiète pas, je suis à côté. Et vous refermez la porte. Vous attendez 5 minutes, vous refaites. Vous attendez 10 minutes, vous refaites. Vous attendez 15 minutes, vous refaites. Et vous attendez 20 minutes, vous refaites. Et vous refaites toutes les 20 minutes jusqu'à temps qu'il s'épuise. C'est les recommandations actuelles. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. C'est culpabilisant pour les parents. Je l'entends que c'est hyper dur, mais en tout cas, c'est ce que recommandent les experts dans la thérapie cognitivo-comportementale du sommeil du nourrisson. Ça, on peut en discuter. Le fait de laisser pleurer un enfant ne veut pas dire que ça va le traumatiser et que ça va être un sociopathe dans les mois ou les années à venir. Donc ça, les neuropsychologues, ils sont assez catégoriques que vous pouvez le laisser pleurer 20 minutes, ça ne va pas être dramatique. Après, les parents, c'est très difficile à gérer. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 2 questions et après on arrête. Je sais pas, madame Lefebvre, 2 questions et après on arrête? Oui, oui, très bien. Allez, super. Est-ce que alors, quelqu'un me parle, une solution pour le syndrome de jambes sans repos, je vois sur, le chat. Bah, oui, hein, le syndrome de jambes sans repos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie, hein. C'est une maladie qui n'est pas mortelle, qui n'est pas grave, mais qui est ultra pénible parce que c'est un diagnostic est clinique. On a, l'envie de bouger les jambes avant d'aller se coucher. Donc c'est 4 critères, des sensations désagréables dans les jambes. Les jambes, c'est genoux à cheville, vous obligeant à vous lever, à marcher, à chercher le frais, calmé par le mouvement, aggravé par le repos. Il y a des alors votre question, c'est est-ce qu'il y a des solutions? Bien évidemment qu'il y a des solutions. Premièrement, il y a un bilan à faire et après il y a des traitements à mettre en place. Donc oui, allez consulter, parlez-en à votre médecin généraliste si vous avez un syndrome de jambes sans repos. Alors, des conseils spécifiques pour les personnes âgées qui ont souvent des réveils nocturnes. Alors, en effet, les personnes âgées, de manière physiologique, donc pas pathologique, ont plus de réveils. Ils se réveillent plein de fois en milieu de nuit, ils ont un sommeil qui est moins récupérateur, qui est plus fragmenté, qui est plus court et qui est souvent décalé dans le temps. Ils se couchent très tôt, se lèvent très tôt. Donc déjà, première question, c'est si vous vous couchez à 20h, allez au lit à 20 enfin si vous avez sommeil à 20h, allez au lit à 20h et par contre vous allez vous lever à 2h du matin. Par contre, votre journée va attaquer à 2h du matin. Donc ça, il faut être d'accord. Si par contre dans sa tranche horaire, il se réveille 45 fois, en effet, là, il faut faire déjà peut-être un enregistrement de sommeil pour voir s'il n'y a pas une maladie qui fragmente le sommeil. Et après, s'il n'y a pas tout ça, pas de stress, pas de dépression, pas de, voilà, de pathologie du sommeil qui fragmente le sommeil, on peut passer par la phase mélatonine. Mais la mélatonine à libération prolongée, et on peut la prescrire, ça s'appelle du circadin, ça repousse un petit peu les éveils intrasommeil. Mais il y a un vrai bilan à faire sur des éveils nocturnes. Et c'est pas normal d'avoir beaucoup de réveils intra-sommeil quand on est personnes âgées, quoi. Si c'est invalidant dans la vie quotidienne, là, voilà, il faut le prendre en charge. Pour les sommeils très agités physiquement, C'est-à-dire, des mouvements en permanence. un sommeil agité, c'est pas normal, hein. Un sommeil agité, normalement, ne doit pas l'être. Alors, ça dépend de l'âge, bien évidemment. Alors, à quel âge? Vous me posez la question. 19 ans. À 19 ans? Hmm. 19 ans, alors c'est apparenté, on va dire, à un grand adolescent. Sommeil agité du début de nuit, milieu de nuit, fin de nuit? Début, milieu. Du début milieu, sommeil d'agitation du début de milieu de nuit chez une personne de 19 ans, il faut penser un peu à du somnambulisme ou de l'apnée s'il y a un peu voilà, de surcharge pondérale. Mais en tout cas, un sommeil agité à 19 ans, on peut proposer un enregistrement de sommeil pour aller voir ce qui se passe, en effet. D'accord. C'est rien de grave, mais il faut aller voir. Ça peut être du somnambulisme, en fait, encore à 19 ans, hein, donc il faut aller voir. D'accord. Merci. Alors, une dernière question rapide, et après on va en rester là, parce que c'est déjà 20h15, on a dépassé d'un quart d'heure. Mais en tout cas, est-ce qu'on ne risque pas de bloquer la sécrétion physiologique de mélatonine endogène si on prend de la mélatonine externe? En fait, le problème, c'est qu'il faut juger si vous avez besoin en plus de mélatonine, parce que si vous avez une mauvaise exposition aux écrans, vous bloquez votre sécrétion de mélatonine. Donc d'apporter de la mélatonine extérieure, en effet, ça ne sert à rien. Mais par contre, d'en apporter en plus, ça ne bloque pas la sécrétion physiologique. Donc vous pouvez en apporter, il n'y a aucun problème.
Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce topo et puis, si, vous avez des questions, vous pouvez, vous adresser, je ne sais pas comment on peut voilà, n'hésitez pas par mail, je sais pas, ou à votre médecin généraliste.